Alors, tout d'abord, je voudrais à mon tour adresser un chaleureux remerciement à Daniel Méo pour l'accueil, ainsi qu'au comité scientifique pour avoir mis en œuvre ce colloque qui est tout à fait stimulant. Peut-être une petite remarque sur l'intitulé de la conférence qui a changé. En fait, je sais pas, est-ce qu'on a la projection? Pas tout de suite. Alors, elle s'appellera plutôt Images en garde à vue, qui était en fait la première proposition que j'avais faite. En fait, j'avais deux propositions de conférence à soumettre au comité. Voilà ce qui se passe lorsqu'un appel à communication est particulièrement stimulant. Donc, j'en reviens à ma proposition de départ. Images en garde à vue, photographie numérique, criminalistique et protocole d'enquête. On a vu hier avec les présentations de Pauline et de Jordi notamment, combien le pouvoir d'attestation des images techniques pouvait s'avérer déterminant dans un processus d'enquête. Je vais prendre le problème d'une façon inversée, c'est-à-dire je vais poser le problème d'une enquête qui est menée sur les images elles-mêmes, c'est-à-dire que non pas les images comme des auxiliaires d'un travail d'enquête, mais l'image comme le lieu d'une enquête. Pour essayer pour m'interroger sur les fonctions probatoires contemporaines des images techniques. Donc, la mise en crise, finalement, de ces images techniques lorsque les instruments de la police technique et scientifique s'en mêlent. Donc, on reste, si vous voulez, sur un registre policier et du soupçon qui a été introduit par mon voisin. Voilà. Alors, l'introduction des outils informatiques dans les rédactions au début des années 80 a bouleversé les usages et mis en péril la probité journalistique de la photographie de presse. Donc, je vais surtout m'intéresser à un type de photographie bien précis qui est pour lequel il y a un horizon d'attente en termes de véracité qui est très, très déterminant. Ce sont les images de presse. Donc, ce n'est pas les images d'illustration ou de photographie de nourriture, ce sont les images de presse. Donc, on a craint que des manipulations numériques volontaires ou accidentelles ne portent atteinte à l'intégrité des images et à l'éthique de la profession. Comme jamais auparavant, la photographie de presse est alors entrée dans une ère du soupçon. Les effets de cette évolution technologique sur la crédibilité du photojournalisme parurent tels qu'une déontologie spécifique à ces outils a dû être créée. C'est ainsi qu'en 1991, le conseil d'administration de la National Press Photographers Association, une organisation américaine fondée en 1945, a formulé un énoncé de principe sous le titre Digital Manipulation Code of Ethics, destiné à baliser l'usage de la retouche dans le domaine des pratiques numériques. Les agences de presse, les magazines, les quotidiens d'information et même les concours de photographie ont emboîté le pas et se sont empressés de légiférer en matière de technologie numérique. Les codes de déontologie ont une valeur normative en ce qu'ils formalisent les conditions à respecter pour le maintien de l'intégrité d'une pratique. Ils sont prescriptifs et stipulent, sous la forme de règles strictes, la nature des actions professionnelles admissibles. La déontologie, comme son nom l'indique, est une théorie du devoir, dont l'application pratique est assurée par le code. L'énoncé précis des normes et principes régissant l'exercice des professions est perçu comme une contrainte nécessaire au bien commun. On reconnaît communément que la régulation des pratiques est une bonne chose parce qu'elle confère une légitimité à la compétence du professionnel d'une part et assure l'usager des sanctions seront appliquées en cas de dérive d'autre part. Ainsi, dans le domaine du journalisme notamment, le code de déontologie rassure le lecteur quant à l'intégrité et la fiabilité de l'information en même temps qu'il qualifie la valeur du travail journalistique. Tel est le contrat moral que les outils informatiques menaçaient de briser. L'inquiétude était alors d'autant plus vive que des institutions emblématiques des valeurs canoniques du photojournalisme étaient mises sur la sellette pour avoir contrevenu à l'éthique journalistique. Mentionnons pour mémoire cette célèbre controverse au sujet de cette couverture
du National Geographic où, afin de satisfaire aux contraintes d'une mise en page verticale, les éditeurs ont procédé à un montage des grandes pyramides de Gizeh. Ou encore cette couverture du magazine Time où l'on a assombri de façon éhontée le portrait judiciaire d'O.J. Simpson, alors jugé pour meurtre. Il paraissait donc impératif de baliser l'usage des outils informatiques dans le but de restaurer la crédibilité de la profession, gage de sa viabilité économique, et de réaffirmer l'intégrité du secteur. La sévérité des sanctions infligées aux rédactions et aux photographes montre combien le sujet était sensible. Alors, plus d'une vingtaine d'années plus tard, 30 ans même, après cette première réponse déontologique aux usages délictueux de l'informatique, il semble que les mesures d'autorégulation, les sanctions et les énoncés de valeurs éthiques ne suffisent plus à préserver la probité du journalisme. La sophistication des instruments informatiques, la généralisation de leur emploi à toutes les strates de la production visuelle, que celles-ci soient amateurs ou professionnelles, le nombre d'images versées quotidiennement dans les banques iconographiques des principales agences requiert l'implantation de nouvelles procédures de validation et de vérification des images. L'authenticité des images, c'est-à-dire l'autorité avec laquelle celles-ci nous persuadent de leur véracité, est plus que jamais matière à suspicion. Signe des temps, les images de presse sont aujourd'hui mises sous surveillance et soumises à des protocoles techniques de vérification de leur authenticité. L'application de ces protocoles est l'apanage de l'inforensique, un néologisme apparu dans les années 2000, issu de la contraction des mots informatique et forensique. Alors, le mot forensique est plus ou moins utilisé en France. Entendez par là criminalistique. On l'utilise en Suisse et visiblement au Québec. Donc, ce second terme est, ou en anglais, forensics, ou en latin, forensis, voilà. Donc, ce second terme est intéressant car il renvoie à la dimension criminalistique des techniques employées dans la traque au dopage informatique des images. La forensique, ou forensics en anglais, réfère à l'ensemble des domaines engagés dans un processus d'enquête criminelle. Pensons à l'anthropologie judiciaire ou médico-légale, à la linguistique légale, à l'entomologie judiciaire, à la botanique judiciaire, qualifiées respectivement, ou plutôt traduites respectivement par forensic anthropology, forensic linguistics, forensic entomology, forensic botany, etc. La longue liste des domaines assortis de l'adjectif forensique témoigne d'un tournant criminalistique pris par ces derniers au cours des 2 dernières décennies. La transformation plus récente de ce terme en substantif, la forensique ou la forensique, consacre la valeur probatoire de cette technique appliquée à l'univers infravisible des fibres, fluides corporels, molécules et autres infimes indices du crime. Mais surtout, et cela n'est pas sans incidence sur le sens à donner à l'intrusion de cette technique dans le domaine du photojournalisme, la forensique est réputée fournir des vérités irréfutables. L'inforensique, deuxième terme, aussi appelée informatique légale, investigation numérique légale, expertise technico-légale d'ordinateur ou encore criminalistique informatique, se caractérise par l'utilisation de techniques spécialisées dans la collecte, l'identification, la description, la sécurisation, l'extraction, l'authentification, l'analyse, l'interprétation et l'explication de l'information numérique. Son objectif premier est la récupération et l'analyse de données prouvant un délit numérique, piratage et fuite d'informations, vol d'identité par hameçonnage, cybercriminalité. Ces techniques d'enquête peuvent également servir à l'analyse des fichiers produits par les appareils photographiques numériques. Les événements tristement célèbres de la prison d'Abu Ghraib en fournissent un exemple éloquent. Dans Standard Operating Procedure, un documentaire de 2008 portant sur le rôle central occupé par la photographie dans l'enregistrement des traces de torture
et des actes d'intimidation qui se sont déroulés dans la prison, le cinéaste Errol Morris donne la parole à un agent spécial du FBI qui a procédé à l'analyse des fichiers numériques des images produites par les militaires alors accusés. Sa tâche a tout d'abord consisté à établir la chronologie exacte des faits en analysant les métadonnées encodées dans les fichiers numériques des images à l'origine du scandale. L'analyse judiciaire de ces fichiers lui aura permis d'établir avec certitude la date et l'heure des prises de vue infamantes, le type d'appareil employé pour la réalisation de celles-ci et le caractère systématique de ces prises de vue et non pas aléatoires ou isolées comme on l'a d'abord cru. Enfin, en croisant ces informations avec celles consignées dans les journaux de bord de la prison, l'agent du FBI a pu identifier les auteurs des crimes. La soumission des images photographiques au protocole de l'enquête criminelle déborde largement le cadre strictement judiciaire. Les grandes agences photographiques, l'Associated Press en tête, y recourent de façon systématique dans le cadre d'une traque continue à l'image manipulée. L'Associated Press travaille en effet de concert avec les ingénieurs en informatique dans le but de développer des techniques d'interception d'images soupçonnées d'avoir été abusivement retouchées numériquement. Professeur de sciences informatiques au collège Dartmouth à Hanover et fondateur d'une entreprise dont le nom ne cache pas sa vocation, Forensics. C'est un petit peu facile, mais c'est le nom qu'il a choisi. Il reprend le terme de forensic. Hany Farid est l'un des principaux concepteurs de logiciels d'authentification des images en usage dans l'industrie. À partir de bases de données et de métadonnées tirées de millions de clichés, Farid a constitué une banque de signatures algorithmiques propres aux appareils photographiques actuellement en usage. Cette signature est inscrite dans les fichiers numériques eux-mêmes sous la forme d'un encodage type. Toute altération des images, l'ajout ou le retrait, par exemple, d'un élément visuel, altère cette signature et signale du fait même l'existence d'une intervention ultérieure et possiblement délictueuse au regard de la déontologie journalistique. En recourant aux instruments mis au point par Hany Farid, l'Associated Press entend ici soumettre les milliers d'images qu'elle reçoit quotidiennement à un premier examen inforensique automatisé dans le but d'intercepter les images suspectes avant que celles-ci ne soient mises à la disposition de ses abonnés. Ce contrôle des images, effectué en amont de leur diffusion commerciale et médiatique, vise bien entendu à éviter d'introduire sur le marché des documents visuels susceptibles de miner la crédibilité de l'agence et de porter atteinte à l'intégrité professionnelle de ses clients qui les diffusent par la suite en toute bonne foi. En n'en point douter, l'importation des méthodes issues de la criminalistique répond à des enjeux d'ordre économique. L'on souhaite s'assurer que les images mises en circulation sont dignes de confiance et que le photojournalisme, principalement celui promu par les grandes organisations, est propre. Cette suspicion à l'endroit des images de presse se traduit par l'instauration d'une forme de rectitude journalistique obnubilée par la vérification de l'authenticité des images. Nathalie Heinich le rappelle à juste titre, je cite, « Il n'est pas d'authenticité sans procédure d'authentification, preuve et, corrélativement, soupçon quant au caractère fabriqué de cette authenticité. » C'est ainsi que l'on assiste aujourd'hui à une forme de surenchère des procédures d'authentification des images, condition, semble-t-il, nécessaire à la restauration de la crédibilité du domaine et de la confiance du public, toutes deux malmenées par les mensonges visuels de l'édition numérique. L'authenticité et plus encore l'authentification des images de presse représente un tel enjeu que l'inforensique s'immisce désormais au sein des plus prestigieuses instances de légitimation du photojournalisme, telles le World Press Photo, ce concours international regroupant annuellement tout le gratin de la presse illustrée autour d'une kyrielle d'images lauréates. Or, il est désormais d'usage de soumettre ces dernières à l'implacable examen des experts. En cas de doute sur l'authenticité des images, ces derniers procèdent à l'autopsie des fichiers RAW,
ces fichiers bruts porteurs des données d'origine d'une captation photographique, l'équivalent d'un négatif numérique que tout photographe doit obligatoirement fournir au moment du dépôt de sa candidature. Des controverses peuvent éclater, déclenchant alors des guerres d'expertise, comme ce fut récemment le cas, déjà quelques années tout de même, au sujet de l'image de Paul Hansen du WordPress, qui reçut le WordPress Photo of the Year en 2013. L'image lauréate fut soupçonnée par Neil Kravets, un spécialiste en analyse informatique, d'être en vérité le résultat d'une concaténation de plusieurs prises de vue, un délit selon les règlements du concours et de l'éthique photojournalistique. Il fallut donc ouvrir l'image, c'est-à-dire expertiser minutieusement les compressions, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, les compressions algorithmiques, les métadonnées, la datation des visionnements successifs effectués depuis Photoshop, la distribution des pixels, comparer la configuration du fichier RAW à celle du JPEG dont est issue l'image récompensée, à la recherche de quelques altérations frauduleuses. Tel fut le travail d'Edward de Cam, spécialiste du domaine chargé par le WordPress Photo de contre-expertiser des contre-enquêtes aussi dans mon histoire, donc contre-expertiser les fichiers numériques de Hansen. Si l'analyse révèle que le photographe a de fait procédé à des modifications du fichier original, celles-ci, limitées à de simples retouches et rehauts au demeurant autorisés par les codes de déontologie et les règlements même du concours, ne sauraient constituer un motif de sanction. Le photographe fut ainsi innocenté, à l'instar de ces personnes injustement condamnées puis disculpées à la suite de l'analyse d'un échantillon de leur ADN. Antidote à la suspicion, les instruments de l'inforensique, cette technique dédiée à la recherche de preuves enfouies dans les composants et fichiers informatiques, sont aujourd'hui devenus les garants des valeurs canoniques du photojournalisme d'actualité et les sentinelles de la vérité en images. L'affaire Hansen est symptomatique de la montée en puissance des experts dans le processus de validation de l'authenticité des images de presse et de la place occupée par la forensique dans les conceptions contemporaines de la vérité. Cette croyance dans le pouvoir révélateur des indices remonte, on en a parlé hier, au XIXe siècle, alors que se forme un imaginaire de la preuve alimenté par la criminalistique naissante, la littérature policière, la psychanalyse, l'histoire de l'art autour de ce que Carlo Ginzburg a qualifié de paradigme indiciaire. Dans ce texte séminal que vous connaissez, il observe un parallélisme entre la technique psychanalytique freudienne, les procédures d'enquête préconisées par Sherlock Holmes et les méthodes d'attribution de tableaux anciens de Giovanni Morelli. Tous, constate-t-il, Ginzburg, procède de la recherche d'indices, Freud par l'analyse des quarts de langage et lapsus notamment, relevant d'une symptomatologie de l'inconscient, Holmes par l'interprétation de traces relevées sur une scène de crime, Morelli enfin par l'observation de détails picturaux, un lobe d'oreille, une mèche de cheveux, un ongle, établissant la paternité d'une œuvre. La méthode d'attribution de Morelli procède d'une observation à visée scientifique portée par l'ambition de débusquer au sein même de l'œuvre, soumise au regard scrutateur de l'expert, la clé de ses secrets. L'attributionnisme de Morelli repose, on le sait, sur l'examen de ce qui ne se remarque pas, de ces détails susceptibles d'échapper aux faussaires parce qu'ils sont soit trop ténus, soit trop insignifiants au regard de l'économie plastique globale de l'œuvre. Il peut s'agir de la coupe des ongles, de la taille d'un métacarpe ou de tout autre détail peu considéré ou négligé, mais néanmoins révélateur d'une manière particulière de peindre. C'est le relevé de ces détails anatomiques, souvent infimes, qui permet l'authentification d'une œuvre. Morelli opère à la manière d'un enquêteur, assimilant les indices recueillis à des signatures que seul un regard expert est en mesure d'authentifier. Si ce protocole d'authentification présente avec la criminalistique plusieurs points communs, celui-ci s'applique toutefois à l'intérieur du champ du visible et procède d'une épistémologie du regard avec laquelle, me semble-t-il, l'inforensique entend rompre. L'épreuve de la vérité à laquelle sont aujourd'hui soumises les images de presse est impitoyable. Les sévères sanctions appliquées aux photojournalistes accusés d'avoir fabriqué leurs images en font foi. Licenciement,
suppression des fichiers sur l'ensemble des banques d'images, publication des images délictueuses, ou affichage ici de disqualification ou de rejet. Cette défense à l'excès de l'authenticité photojournalistique procède manifestement de l'intention de rétablir la croyance dans la véracité de l'image, l'une des valeurs cardinales du photojournalisme. Très rapidement, parce que le temps passe, quel était le problème avec l'image précédente? Eh bien, c'est qu'elle avait fait l'objet, en fait, d'un prélèvement, d'une retouche. Vous voyez en haut à gauche l'image telle qu'elle a été soumise au concours et l'image d'origine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le bout de la chaussure, de la basket d'un des personnages à l'arrière-plan qui se trouve à s'insérer entre le pouce et l'index, je crois, dans l'image. Donc, on a biffé cet élément. C'est une retouche, on a prélevé, on a retiré un élément, c'est objet de disqualification. De la même manière, cette photographie de Contreras on voyait, il y avait donc un appareil, une caméra qui était visible dans la version donc d'origine, la version retouchée l'a retirée, et ça, c'est matière donc à sanction, comme en témoigne cette notification de l'agence. Alors, il fut un temps où l'authenticité d'une image de presse était indexée à la posture éthique de son auteur. Cela se vérifiait plus particulièrement dans le domaine du photojournalisme de guerre, où l'intrépidité ou l'inconscience du photographe, en somme les risques associés à la prise de vue, créditaient ces images d'une valeur testimoniale certaine. Certes, il y avait toujours la possibilité que les scènes enregistrées fussent mises en scène ou que les tirages puissent avoir été retouchés au développement. L'étude des négatifs, des planches contact ou des épreuves d'une même série, c'est-à-dire l'ensemble des documents visuels annexes ou périphériques aux images en question, suffisait normalement à valider ou à invalider l'authenticité des photographies en question. S'il fallait employer un vocabulaire juridique, nous dirions que les pièces à conviction déposées en preuve relevaient de la catégorie des témoins silencieux, non donnés aux documents et artefacts soumis à l'appréciation visuelle des parties en cause. La visibilité était en tout cas essentielle à l'exercice de la plaidoirie. Or, voilà que l'inforensique, j'en arrive bientôt à ma conclusion, érige la rationalité scientifique en valeur absolue, réduisant la parole juridique et surtout l'image à sa portion congrue, voire à sa part invisible. Tel est donc le paradoxe de ce dispositif d'authentification, restaurer la foi en l'authenticité des images, tout en refusant la croyance dans le visible. Chaque société, explique Foucault, a son régime de vérité, sa politique générale de la vérité, c'est-à-dire les types de discours qu'elle accueille et fait fonctionner comme vrais, les mécanismes et les instances qui permettent de distinguer les énoncés vrais ou faux, la manière dont on sanctionne les uns et les autres, les techniques et les procédures qui sont valorisées pour l'obtention de la vérité, le statut de ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme vrai. Fin de la citation. Le régime de vérité auquel sont soumises les images de presse suppose que la vérité de celle-ci est désormais soustraite à la visibilité, qu'elle est tapie au sein d'algorithmes que seuls les experts, ces nouveaux herméneutes du photojournalisme, sont à même d'interpréter. La photographie serait ainsi devenue l'objet même de l'enquête, le site d'une inquisition touchant ses constituants les plus infimes. Que reste-t-il donc du pouvoir d'attestation des images si ce qu'elles montrent doit obligatoirement être corroboré par ce qu'elles ne montrent pas? Est-ce donc la fin de la preuve par l'image? Peut-être pas, si l'on se reporte à certains de ces usages contemporains dans les cours de justice. Il semble en effet que les fonctions probatoires de la photographie demeurent encore vivaces, comme on peut le constater à la vue de ces exemples récents où l'on voit des avocats, des experts, des procureurs brandir des images lors de procès. À une époque où seules les expertises criminalistiques sont réputées irréfutables, il est pour le moins curieux d'observer pareil recours à l'image lors des plaidoiries et réquisitoires. Manifestement, l'image demeure porteuse d'une conception juridique de la vérité fondée sur la mise en visibilité et en discursivité de la preuve.
C'est dire que malgré tous les mensonges dont la photographie est accusée en raison de sa malléabilité informatique notamment, celle-ci demeure un puissant symbole de véracité. Bien entendu, la monstration de ces images ne vise aucunement à illustrer ou à documenter les faits. D'ailleurs, on n'y voit rien. L'opération est donc purement rhétorique et procède de la dramaturgie du procès. L'image constitue en l'occurrence un argument visuel suppléant les mots dans le but d'emporter la conviction des jurés. L'ostentation d'images dans les cours de justice est une véritable topique, ainsi qu'en atteste le choix des éditeurs de retenir ce sujet pour illustrer les chroniques judiciaires de l'heure. Même les banques d'images à vocation commerciale offrent à leurs clients, sous la catégorie « avocat montrant une image », des mises en scène reprenant les codifications du genre. Je vois dans cette iconographie une riposte aux tentatives d'invalidation répétée de l'inforensique, une revanche de la preuve photographique et une réhabilitation de son pouvoir de conviction. C'est que la présence de l'image dans l'arène de la justice rappelle les origines antiques de la criminalistique. Du latin forensis, qui signifie place publique, forum, la forensique ou criminalistique a partie liée avec l'idée de plaidoirie que l'on définit comme un acte d'énonciation des faits à l'attention d'une audience. Ayant pour but de persuader et de convaincre, la plaidoirie procède de la rhétorique au sens aristotélicien du terme, d'où l'importance, s'agissant du genre oratoire dit judiciaire, de la démonstration. Je cite, « Il faut, pour mettre en évidence le point controversé, en apporter la démonstration », dit Aristote dans le 3e livre de sa rhétorique. On ne saurait, par conséquent, réduire la criminalistique à une simple technique d'établissement de preuves. Plus qu'un procédé, elle est un processus discursif dont les prétentions véritatives sont toujours sujettes à caution. Merci.